Le restaurant Donatello, situé au cœur de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, était le cadre idéal pour les affaires de haut vol. Avec ses lustres de cristal importés d'Italie, ses tapisseries françaises et sa cave à vin primée internationalement, l'établissement se distinguait comme le point de rencontre de l'élite financière et des affaires de la plus grande métropole française. Ce jeudi soir-là, l'affluence était intense. Florence Martin, 28 ans, les cheveux bouclés toujours attachés en un chignon discret, circulait entre les tables avec l'efficacité et la discrétion qu'il avait maintenue en poste ces 2 dernières années. Ses yeux noisettes, toujours attentifs, observaient chaque détail du salon principal avec la précision de quelqu'un formé à analyser les moindres détails. La table 17, stratégiquement placée dans un coin discret, avec vue sur le jardin intérieur, avait été réservée à l'avance. Florence savait exactement qui serait là. Luc Dubois, le jeune prodige de la technologie, fondateur de Dubois Technologies, l'une des startups françaises à la croissance la plus rapide sur le marché de la cybersécurité. Elle vérifia sa montre-bracelet, héritage de son père. 19h30. Les invités ne tarderaient pas à arriver. Tout en ajustant méticuleusement les couverts en argent, Florence tentait d'éloigner les pensées qui la tourmentaient. Les factures du traitement de son frère, Pierre, étaient arrivées ce matin-là. Encore un forfait de chimiothérapie expérimentale que l'assurance maladie refusait de couvrir. 90 000 €, murmura-t-elle pour elle-même, sentant le poids de cette somme. Son esprit, entraîné à calculer des équations cryptographiques complexes, lors de son bref passage dans une prestigieuse université parisienne, faisait maintenant des calculs simples et douloureux. Même avec les pourboires généreux qu'elle recevait au Donatello, il lui faudrait des années pour rembourser cette dette. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Pierre. « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je vais bien aujourd'hui. Concentre-toi sur le travail. Je t'aime. » Elle rangea rapidement l'appareil, ravalant la boule dans sa gorge. Elle avait abandonné son doctorat en linguistique computationnelle appliquée à la sécurité de l'information lorsque ses parents avaient eu l'accident. Les bourses n'étaient pas suffisantes pour couvrir le traitement de son frère, et le Donatello payait bien pour quelqu'un qui parlait couramment 5 langues et savait servir un Château Margaux 1982 à la température idéale. Un murmure près de l'entrée principale signala l'arrivée de quelqu'un d'important. Luc Dubois, 32 ans, vêtu d'un costume bleu marine impeccablement coupé, traversa le salon accompagné de son fidèle assistant, Philippe Couder, un homme d'environ 40 ans, aux connaissances linguistiques impressionnantes et à l'expression impénétrable. Florence observa les 2 hommes être conduits à la table 17 par le maître d'hôtel. Son service incluait cette section, et une partie d'elle était curieuse d'entendre ce qu'ils allaient discuter. Luc était connu pour ses projets innovants, notamment le bouclier numérique, une plateforme de sécurité qui promettait de révolutionner la protection des données d'entreprise. 20 minutes plus tard, 2 hommes japonais d'âge moyen vêtus de costumes sobres et portant des mallettes en cuir furent présentés à Luc. Florence s'approcha discrètement pour proposer la carte des boissons. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue au Donatello. Puis-je vous suggérer une boisson pour commencer ?» Philippe, l'assistant, assuma rapidement le rôle de traducteur, convertissant ces mots en japonais. Les 2 hommes d'affaires répondirent, et Florence remarqua quelque chose de particulier. Ils ne parlaient pas le japonais standard, mais un dialecte spécifique de la région de Kansai, avec des terminaisons et des expressions qu'elle reconnut immédiatement de ses études linguistiques. « Sake Premium d'Asahi 23, température ambiante », traduisit Philippe à Luc, tandis que Florence notait la commande. Mais ce n'était pas ce que les Japonais avaient dit. Ils avaient en fait commenté l'architecture impressionnante du lieu et demandé si Luc recommandait un vin français, puisqu'il souhaitait goûter la production locale. Florence hésita un instant, son cerveau traitant la divergence. Aurait-ce pu être une simple erreur? Elle s'éloigna pour aller chercher le saké, décidant de prêter davantage attention à la conversation. En revenant avec les boissons, elle se positionna stratégiquement pour mieux écouter, tout en faisant semblant d'organiser la table voisine, qui était vide. « Nous sommes impatients de discuter des détails finaux de l'accord », dit Luc, tandis que Philippe traduisait en japonais. L'un des investisseurs, le plus âgé, aux cheveux gris et aux lunettes à monture fine, répondit longuement. Florence capta chaque mot, sentant son cœur s'accélérer. L'investisseur exprimait de sérieuses préoccupations, pas de l'enthousiasme. « Monsieur Dubois, avant d'aller plus loin, nous devons discuter de certaines questions techniques concernant votre plateforme.
Nos spécialistes ont identifié des vulnérabilités critiques dans le système bouclier numérique. C'est pratiquement une passoire pour tout hacker ayant des connaissances intermédiaires. Philippe, gardant un sourire cordial, traduisit quelque chose de complètement différent. Monsieur Tanaka est très impressionné par la robustesse du système bouclier numérique. Il dit que ses spécialistes l'ont analysé et ont été émerveillés par le niveau de sécurité mis en œuvre. Florence se figea. Ce n'était pas seulement une imprécision dans la traduction, c'était une inversion complète du message, un sabotage délibéré. Luc sourit, visiblement satisfait du faux compliment, et leva sa coupe en un toast. « Dites à Monsieur Tanaka que je suis honoré. Nous avons travaillé sans relâche pour créer un système impénétrable. » Lorsque Philippe traduisit cette réponse, les Japonais échangèrent des regards confus. Le second investisseur, plus jeune et à la posture plus affirmée, parla directement à Luc, comme s'il tentait de se faire comprendre au-delà de la barrière linguistique. « Monsieur Dubois, pour être clair, nous ne signerons pas l'accord tant que les failles de sécurité n'auront pas été corrigées. Il y a un problème spécifique dans le protocole de cryptographie qui permet des attaques de type « man in the middle ». Notre équipe peut fournir les détails techniques. » Philippe traduisit « Monsieur Yamamoto est impatient de signer l'accord ce soir même. Il dit que son équipe est impressionnée par la sécurité du protocole de cryptographie, notamment par la protection contre les attaques man in the middle. » À ce moment-là, Florence ressentit un frisson familier. Les souvenirs de son père, un petit entrepreneur qui avait tout perdu à cause d'une traduction erronée dans un contrat international, inondèrent son esprit. Cette injustice avait dévasté sa famille, contribuant à l'état émotionnel fragile qui avait aggravé la santé déjà affaiblie de ses parents. L'histoire était sur le point de se répéter, mais cette fois, elle avait le pouvoir d'empêcher cela. Luc, complètement inconscient de la trahison en cours, sourit largement. « Excellent. Alors, pouvons-nous passer aux détails financiers? Je pense à un accord d'exclusivité de 5 ans. » Tandis que Philippe commençait à traduire une autre contre-vérité, Florence prit une décision qui allait changer sa vie. Elle s'approcha de la table, interrompant la conversation. « Excusez-moi, messieurs, » dit-elle d'abord en français, puis répétant en japonais de Kansai couramment. Les 4 hommes à table se tournèrent vers elle, surpris. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent sous le choc absolu. « Je crois qu'il y a un problème de communication ici, » poursuivit Florence, alternant parfaitement entre les deux langues. « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous informer que ce qui vous est traduit ne correspond pas à ce que messieurs Tanaka et Yamamoto disent réellement. » Un silence pesant tomba sur la table. Les visages des Japonais affichaient un mélange de confusion et de soulagement. Philippe pâlit visiblement, tandis que Luc restait immobile, traitant cette intervention inattendue. « De quoi parlez-vous » demanda finalement Luc, sa voix contrôlée, mais avec un ton glacial. « Je peux le démontrer. » répondit Florence, rassemblant tout son courage. « S'il vous plaît, posez une question directe aux investisseurs, et je traduirai correctement leurs réponses. » Luc regarda les Japonais, puis Philippe, qui semblait avoir vu un fantôme, et finalement de nouveau Florence. « Quel est votre nom ?»« Florence Martin, monsieur. »« Très bien, Florence, nous allons tester votre théorie. » Luc se cala dans sa chaise, le visage se durcissant tandis que ses yeux analysaient Florence avec intensité. Elle sentit le poids de ce regard, mais resta ferme. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Demandez à messieurs Tanaka et Yamamoto ce qu'ils pensent réellement du bouclier numérique, » ordonna Luc, sa voix maintenant calculément neutre. Philippe commença à ouvrir la bouche, mais Luc leva la main, le faisant taire instantanément. « Non, Philippe, laissez notre serveuse polyglotte poser la question. » Florence hocha la tête et se tourna vers les investisseurs japonais, formulant la question dans le dialecte de Kansai avec perfection. « Messieurs, pourriez-vous partager vos véritables impressions sur la plateforme bouclier numérique ?» Monsieur Tanaka parut soulagé de pouvoir enfin communiquer sans intermédiaire. Il répondit longuement, avec des termes techniques précis sur la cybersécurité. Florence traduisit mot pour mot. « Monsieur Dubois, le bouclier numérique a un potentiel extraordinaire, mais notre équipe de sécurité a identifié des vulnérabilités critiques qui compromettent tout le système. Spécifiquement, il y a des failles dans le protocole de poignée de main, handshake, qui permettent des attaques de type « man in the middle », rendant possible l'interception de données prétendument cryptées par des tiers.
C'est comme avoir un coffre-fort avec une porte dérobée ouverte. Nous ne pouvons pas en conscience investir 900 millions d'euros dans un système présentant de telles fragilités. Le visage de Luc se transforma à mesure que Florence traduisait. D'abord l'incrédulité, puis une fureur contrôlée, et enfin une compréhension calculatrice. Il garda son regard fixé sur Florence, comme s'il évaluait non seulement ses mots, mais son essence même. « Demandez-leur ce qu'il faudrait pour qu'ils reconsidèrent l'accord », dit Luc, ignorant complètement Philippe, qui transpirait maintenant visiblement. Florence posa la question et traduisit la réponse. « Nous avons besoin que les vulnérabilités soient corrigées avant la signature. Nos ingénieurs ont préparé un rapport détaillé que nous pouvons partager dès maintenant. Nous croyons au potentiel de votre entreprise, Monsieur Dubois, mais nous ne pouvons pas risquer notre capital et notre réputation sur un système compromis. » Luc hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Puis, il se tourna vers Philippe, qui semblait s'être recroquevillé sur sa chaise. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, Philippe ?»« 7 ans, monsieur, » bégaya l'homme. « 7 ans, » répéta Luc, chaque syllabe chargée de déception. Il pressa discrètement un bouton sur sa montre-bracelet avant de continuer. « Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais soupçonné que vous puissiez me trahir de cette manière. » Philippe tenta d'argumenter. « Luc, il doit y avoir un malentendu, je... » « Un malentendu ?» coupa Luc, gardant sa voix contrôlée, malgré la fureur évidente. « Mademoiselle Florence, veuillez traduire à nos invités. Je m'excuse pour le désagrément, mais j'aurai besoin d'un instant pour résoudre cette situation inattendue. » Florence transmit la message et les Japonais acquiescèrent avec compréhension. Au même instant, 2 hommes qui dînaient à des tables voisines se levèrent discrètement et s'approchèrent. Florence reconnut l'un d'eux comme un client fréquent, mais réalisa maintenant qu'ils étaient en fait des agents de sécurité en civil. « Marc, Raphaël, s'il vous plaît, raccompagnez M. Couder jusqu'à la voiture, » instruisit Luc. « Nous avons des affaires en suspens à discuter dans un environnement plus privé. » Philippe pâlit encore plus, mais n'offrit aucune résistance lorsque les 2 hommes l'encadrèrent et le conduisirent hors du restaurant avec une discrétion qui n'attira l'attention que des yeux les plus vifs. Luc se tourna vers les investisseurs et, d'un geste élégant, désigna la chaise maintenant vacante à ses côtés. « Mademoiselle Florence, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que vous preniez la position de traductrice pour que nous puissions poursuivre cette réunion cruciale. Je sais que c'est une demande inhabituelle, mais il semble que vos compétences soient exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. » Florence hésita, consciente des implications. Le gérant du Donatello observait la scène de loin, clairement confus par la situation inhabituelle. « Monsieur Dubois, je suis encore en service. » Luc leva la main, l'interrompant gentiment. « Richard, » appela Luc, s'adressant au gérant qui s'approchait, « j'ai besoin d'emprunter votre employé pour une urgence professionnelle. Le Donatello sera généreusement compensé, et je promets de la rendre dès que notre réunion sera terminée. » Le gérant, reconnaissant l'importance du client et la valeur implicite de sa proposition, acquiesça avec un sourire commercial. « Certainement, monsieur Dubois. Mademoiselle Martin, s'il vous plaît, répondez aux besoins de notre estimé client. » D'un signe de remerciement, Luc désigna à nouveau la chaise. Florence, sentant qu'elle avait dépassé un point de non-retour, s'assit inconfortablement à côté de l'homme d'affaires. « Maintenant, » dit Luc, s'adressant aux investisseurs japonais, « j'aimerais que vous détailliez exactement quelles sont les vulnérabilités que vous avez identifiées. » Pendant les 2 heures suivantes, Florence traduisit une intense discussion technique sur la cryptographie, les protocoles de sécurité et les vulnérabilités logicielles. À la surprise de Luc, elle ne se contenta pas de traduire avec précision, mais clarifia occasionnellement des concepts techniques complexes avec des exemples précis, démontrant une connaissance approfondie qui dépassait de loin ce que l'on attendait d'une serveuse. M. Yamamoto expliqua en détail comment un attaquant pourrait intercepter les communications entre clients et serveurs dans le bouclier numérique, en exploitant des failles dans l'implémentation du protocole TLS et dans la validation des certificats. « C'est impressionnant », commenta Florence, oubliant presque son rôle de simple traductrice. C'est essentiellement une attaque man in the middle, sophistiquée, exploitant les points faibles de la chaîne de confiance. Luc l'observa avec une curiosité croissante, tandis qu'elle élaborait. Le problème ne réside pas seulement dans l'implémentation du protocole, mais dans l'architecture de confiance distribuée
que vous avez adopté. La solution pourrait impliquer une reconfiguration du système de validation des certificats, peut-être en mettant en œuvre l'épinglage de certificats, certificat de pinning, et une vérification multicouche. Les Japonais écarquillèrent les yeux, surpris non seulement par la fluidité linguistique, mais aussi par la compréhension technique démontrée par la supposée serveuse. « Mademoiselle Martin », interrompit Luc, ses yeux brillants d'une nouvelle lumière, « d'où vient votre connaissance en cybersécurité ?» Florence rougit légèrement, soudainement consciente qu'elle s'était laissée emporter. « J'ai fait un doctorat en linguistique computationnelle axé sur la sécurité de l'information dans une grande université parisienne, monsieur. Ou plutôt, j'étais en train de le faire avant que des circonstances personnelles ne me forcent à interrompre. » Luc se pencha en avant, visiblement intrigué. « Et maintenant, vous servez des tables au Donatello. La vie ne suit pas toujours le chemin que nous traçons, » répondit-elle avec un sourire contenu. L'homme d'affaires acquiesça, comme si cette réponse contenait une vérité profonde qu'il comprenait intimement. Se tournant vers les investisseurs, Luc proposa « Messieurs, à la lumière de ces révélations, je voudrais proposer un nouveau calendrier. Nous accorderons la priorité absolue à la correction de ces vulnérabilités avant de poursuivre tout accord. Pouvez-vous partager le rapport technique complet? Nos ingénieurs commenceront à travailler immédiatement. » La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure, avec des détails discutés et des stratégies esquissées. Lorsque les Japonais prirent finalement congé, il semblait y avoir une nouvelle compréhension entre les parties. L'accord n'était pas mort, seulement reporté jusqu'à ce que les problèmes de sécurité soient adéquatement résolus. Dès que les investisseurs furent partis, Luc reporta toute son attention sur Florence. « Vous avez sauvé mon entreprise d'un désastre ce soir, » dit-il, sa voix grave chargée d'une émotion contenue. « Pourquoi avez-vous pris un tel risque? Vous auriez facilement pu perdre votre emploi. » Florence réfléchit un instant avant de répondre « Mon père a tout perdu à cause d'une traduction incorrecte dans un contrat. Je ne pouvais pas rester là à regarder l'histoire se répéter, même avec un étranger. » Luc l'étudia longuement. « Je suis désolé pour votre père, » dit-il finalement, « et je vous suis profondément reconnaissant pour votre intervention. Mais je dois demander, que fait une doctorante en linguistique computationnelle et sécurité de l'information en travaillant comme serveuse ?» Florence soupira, décidant qu'il n'y avait aucune raison de cacher la vérité. « Mes parents ont eu un accident il y a 3 ans. Mon frère a développé une condition médicale complexe qui nécessite des traitements coûteux. Les bourses de recherche ne couvraient même pas 1/10 des dépenses. Le Donatello paye bien, surtout en pourboire. » Luc hocha la tête, compréhensif. « La loyauté familiale est quelque chose que je respecte profondément, » commenta-t-il, avec un regard lointain qui suggérait des souvenirs personnels. Puis, comme s'il prenait une décision soudaine, il se redressa sur sa chaise. « Mademoiselle Martin, je vous licencie officiellement du Donatello. » Florence sentit son sang se glacer. Malgré le risque calculé qu'elle avait pris, elle ne s'attendait pas à ce que le désastre financier soit si immédiat. « Monsieur Dubois, je comprends, mais je vous engage chez Dubois Technologies, » continua-t-il sans faire de pause. « En tant que consultante senior en sécurité linguistique, avec un salaire initial de 30 000 € par mois, plus des avantages complets incluant une assurance maladie premium extensible aux membres de la famille directe. » Le monde sembla tourner autour de Florence. 30 000 €, c'était plus que ce qu'elle gagnait en 4 mois au restaurant. « C'est... je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. « Dites oui, » répondit Luc simplement. « Et il y a autre chose. J'ai besoin que vous découvriez pour qui Philippe travaillait réellement, parce que je suis sûr qu'il n'a pas agi seul. » Florence regarda l'homme d'affaires dans les yeux, y voyant non seulement de la gratitude, mais un respect sincère pour ses compétences. En un seul jour, sa vie avait pris un tournant complet, du désespoir financier à une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle finalement. « Tout de suite », répondit Luc, se levant et ajustant son costume impeccable. « Ma voiture attend dehors. Il y a un ordinateur portable et des documents dans mon bureau que nous devons examiner ce soir même. » Tandis qu'il sortait du restaurant, Luc ajouta « Ah, et ne vous inquiétez pas pour le gérant. Je viens d'acheter une participation minoritaire dans le Donatello. Disons que c'est ma façon de vous remercier de l'avoir embauché, même par inadvertance. » Le siège de Dubois Technologies occupait les 10 derniers étages d'un impressionnant gratte-ciel en verre à La Défense, le cœur financier de Paris. Le lendemain matin de la réunion fatidique au Donatello,
Florence traversa le hall principal, portant un petit sac à dos avec ses affaires personnelles et un badge de visiteur temporaire. L'ascenseur exclusif pour les étages de l'entreprise monta silencieusement jusqu'au 38e étage. Les portes s'ouvrirent sur un espace vaste et lumineux, avec des murs de verre offrant une vue panoramique sur la métropole parisienne. L'intérieur était un mélange parfait de technologie de pointe et de design contemporain français, avec des œuvres d'artistes nationaux décorant les espaces stratégiques. Mademoiselle Martin, bienvenue. L'assistante exécutive de Luc, Caroline Moreau, s'approcha avec un sourire professionnel. Monsieur Dubois vous attend dans la salle de crise. Veuillez me suivre. Caroline la conduisit le long d'un couloir de verre trempé jusqu'à une salle isolée au bout de l'étage. Contrairement à l'environnement ouvert et transparent du reste du bureau, cette salle avait des murs opaques, des fenêtres avec des filtres de confidentialité et une porte avec contrôle d'accès biométrique. Lucas était déjà à l'intérieur, accompagné d'une équipe de 5 personnes. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleu clair, plus décontractée que la veille au soir, mais non moins imposant. En voyant Fernande, il sourit brièvement et lui fit signe d'entrer. « Bonjour, Fernande. Ou devrais-je dire, docteur Martin ?»« Juste Fernande, s'il vous plaît. Je n'ai jamais terminé mon doctorat, » répondit-elle, se sentant mal à l'aise parmi ces professionnels d'élite. « Une technicité que je compte aider à corriger à l'avenir, » rétorqua Lucas avant de se tourner vers le groupe. « Mesdames et messieurs, voici Fernande Martin, notre nouvelle consultante senior en sécurité linguistique. Fernande, rencontrez une partie de notre équipe de crise. Marine Costa, directrice juridique, Raphaël Santos, chef de la sécurité d'entreprise que vous avez déjà rencontré hier, Théo Almeida, notre CTO, et les jumelles Béatrice et Blanche Oliveira, spécialistes en cybersécurité. » Fernande salua chacun d'un signe de tête, remarquant les regards curieux et légèrement sceptiques qu'ils lui adressaient. Elle ne les blâmait pas. Elle-même essayait encore d'assimiler le tournant de sa vie. « Allons droit au but », poursuivit Lucas, activant un système de projection tridimensionnelle au centre de la table. « Qu'avons-nous découvert sur Philippe ?» Raphaël, le chef de la sécurité, s'avança. C'était un homme d'environ 50 ans, avec une allure militaire et une expression grave. Nous avons fouillé son appartement pendant la nuit et trouvé des preuves de dettes substantielles auprès de maisons de Paris. Environ 2 millions d'euros accumulés au cours des 8 derniers mois. Une motivation financière claire, commenta Marine, la directrice juridique, prenant des notes sur une tablette. Facile à exploiter. Nous avons également accédé à ses communications personnelles, poursuivit Raphaël. Il y a eu des virements bancaires significatifs vers son compte au cours des 3 derniers mois, totalisant un demi-million d'euros. Origine obscure, mais nous sommes en train de les tracer. Lucas hocha la tête, absorbant les informations, avant de se tourner vers Fernande. Compte tenu de votre parcours académique, j'ai une approche différente pour vous. Je veux que vous analysiez les modèles de communication de Philippe. Email, messages, rapports, tout. Je veux savoir s'il travaillait seul ou s'il suivait des ordres. Et si c'est le cas, de qui? Théo, le CTO, un homme d'une trentaine d'années avec de profondes cernes qui trahissaient des nuits blanches, intervint. Nous avons déjà tout fouillé. Il n'y a pas de communication explicite avec d'éventuels commanditaires. Lucas sourit légèrement. C'est là qu'intervient la spécialité de Fernande. Hier soir, elle m'a brièvement expliqué la stylométrie et l'analyse linguistique forensique. S'il vous plaît, Fernande, pouvez-vous développer pour l'équipe? Tous les regards se tournèrent vers elle. Fernande prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son nervosisme. La stylométrie est la science qui étudie les modèles linguistiques pour identifier l'auteur, commença-t-elle. Chaque personne a une empreinte linguistique, des modèles de mots, des structures syntaxiques, des préférences lexicales. Même lorsque nous essayons d'imiter un autre style, nous laissons des traces inconscientes de nos propres modèles. Elle fit une pause, gagnant en confiance en percevant l'intérêt sincère dans les yeux des personnes présentes. Si Philippe recevait des instructions, ou si ces messages étaient rédigés par une autre personne, je peux identifier des divergences stylistiques. De plus, si nous avons des échantillons textuels de possibles suspects, je peux rechercher des correspondances. Les jumelles Oliveira échangèrent des regards impressionnés. Béatrice, reconnaissable de sa sœur uniquement par un petit piercing au nez, commenta. « C'est fascinant. Nous nous sommes toujours concentrés sur les métadonnées et le contenu explicite, jamais sur le style linguistique sous-jacent. » Lucas hocha la tête.
satisfait. C'est exactement pourquoi Fernande est ici. Théo, veuillez fournir un accès total à l'historique des communications de Philippe des 2 dernières années, tant corporatives que personnelles, que nous avons pu accéder. Marine, j'ai besoin d'une autorisation légale pour cela. Nous l'avons déjà, confirma l'avocate. Les clauses contractuelles de l'entreprise permettent un audit complet en cas de suspicion d'espionnage corporatif. Nous sommes couverts. Parfait, répondit Lucas avant de se tourner à nouveau vers Fernande. De combien de temps avez-vous besoin? Fernande considéra la question. Avec un accès à de bons algorithmes de traitement du langage naturel et une puissance de calcul suffisante, je peux avoir des résultats préliminaires en 24 heures. Vous aurez les meilleures ressources disponibles, assura Lucas. Blanche. Montrez à Fernande le laboratoire d'analyse de données et assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Sur ce, la réunion fut levée. Blanche Oliveira conduisit Fernande par un autre couloir jusqu'à un laboratoire ultramoderne, rempli de serveurs et de stations de travail avancées. Alors, commença Blanche tout en configurant une station pour Fernande, de serveuse à analyste en sécurité du jour au lendemain. Ça doit être un choc. Fernande sourit nerveusement. Pour être juste, je n'ai jamais été seulement serveuse. J'ai juste interrompu ma véritable carrière pendant un certain temps. Blanche hocha la tête, compréhensive. Lucas nous a parlé de votre frère. Je suis désolé. Merci, répondit Fernande, surprise que Lucas ait partagé ce détail personnel. Voici, dit Blanche, s'éloignant pour montrer la station de travail. Processeurs quantiques expérimentaux, accès à des algorithmes propriétaires d'analyse textuelle, stockage pratiquement illimité. C'est comme donner une Lamborghini à quelqu'un habitué à faire du vélo. Fernande rit, se sentant plus à l'aise. Je vais essayer de ne pas me cracher au premier virage. Au cours des heures suivantes, Fernande se plongea dans les données. Des milliers d'emails, de messages textes, de rapports et de mémos internes produits par Philippe Couteau. Elle configura des algorithmes pour analyser les modèles linguistiques, la fréquence des mots, les structures syntaxiques et d'autres marqueurs stylistiques. Elle construisit une empreinte linguistique de Philippe et commença à chercher des anomalies, des passages qui ne correspondaient pas à son modèle habituel. Vers 2 heures de l'après-midi, une notification sur son nouveau téléphone portable professionnel la surprit. C'était un message de Lucas. « Comment ça se passe? Vous avez déjeuné ?» Ce n'est qu'alors que Fernande réalisa qu'elle avait travaillé pendant des heures sans pause. Son estomac grogna en signe de protestation. Toujours en train d'analyser les données, j'ai perdu la notion du temps. La réponse vint immédiatement. Caroline vous apporte à manger, je ne veux pas que vous vous évanouissiez le premier jour. Quelques minutes plus tard, l'assistante exécutive apparut avec un paquet du Jules Verne, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Le chef vous l'a envoyé spécialement, expliqua Caroline. Apparemment, Lucas a appelé personnellement pour passer la commande. Fernande remercia, surprise par l'attention. Tout en mangeant, elle continua d'analyser les résultats préliminaires sur le moniteur principal. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'intéressant. Dans la plupart des communications professionnelles, Philippe démontrait un style cohérent. Des phrases de longueur moyenne, un vocabulaire technique modéré, peu d'adjectifs. Cependant, dans un ensemble spécifique d'emails échangés au cours des 4 derniers mois, il y avait des anomalies stylistiques significatives. Il s'agissait d'emails apparemment innocents concernant l'acquisition d'œuvres d'art pour le bureau, une responsabilité secondaire de Philippe en tant qu'assistant exécutif. Les messages, échangés avec une galerie appelée Artis Moderna, avaient un style complètement différent, formel, presque académique, avec des structures complexes et un vocabulaire recherché. Fernande isola ces messages et approfondit l'analyse. Les algorithmes confirmèrent. Ce n'étaient pas les mots de Philippe. Quelqu'un dictait le contenu de ces messages, ou du moins des parties significatives de ceux-ci. Mais il y avait quelque chose de plus troublant. Lorsqu'elle n'extire pas que les descriptions des œuvres d'art, éliminant les salutations et les formules de clôture, et les analysa comme un corpus séparé, un modèle émergea. Il y avait des messages cachés codés dans les choix lexicaux apparemment innocents. Sculpture minimaliste en marbre noir signifiait « Attendez de nouvelles instructions ». Toile expressionniste au ton majoritairement rouge se traduisait par « Procéder comme prévu ». C'était un code sophistiqué, basé non pas sur la cryptographie conventionnelle, mais sur des modèles sémantiques contextuels,
Quiconque avait créé ce code était un maître en linguistique. Quelques heures d'analyse supplémentaires révélèrent que les modèles stylistiques avaient une signature distinctive. Des phrases excessivement structurées, une absence totale de colloquialisme, une préférence pour une subordination syntaxique complexe. C'était un style formel, rigide et presque mathématique dans sa précision. Fernande imprima des exemples des messages codés et un rapport de l'analyse stylométrique. Il était temps de parler à Lucas. Quand elle arriva de nouveau dans la salle de crise, elle ne trouva que Lucas, qui travaillait concentré sur de multiples écrans holographiques. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle sans préambule, étalant les documents sur la table. Lucas écarta les projections d'un geste et se concentra sur le matériel qu'elle apportait. « Philippe n'agissait pas seul », continua Fernande. « Les communications avec cette galerie d'art sont codées. C'est un canal pour recevoir des instructions. » Lucas examina le matériel, son visage se durcissant progressivement. « Et quant à l'auteur, avez-vous réussi à l'identifier ? »« J'ai un profil stylistique clair, » répondit Fernande. « Quelqu'un d'extrêmement formel, précis, presque mathématique dans la construction des phrases. Zéro colloquialisme, structure syntaxique complexe, vocabulaire académique. » Lucas resta immobile. Une expression de reconnaissance puis de profonde tristesse traversa son visage. « Vous savez qui c'est » affirma Fernande, non pas comme une question. « Oui » répondit Lucas, sa voix presque un murmure. « Je ne connais qu'une seule personne qui écrit exactement comme ça. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'horizon de Paris pendant de longs moments avant de continuer. « Antoine Vasconcelos, membre senior du conseil d'administration. Mon mentor pendant près de 2 décennies, pratiquement impair pour moi depuis que j'ai perdu mes parents à 16 ans. » Le silence qui suivit la révélation était presque palpable. Fernande observa Lucas, voyant la lutte interne qui se déroulait derrière cette façade d'homme d'affaires toujours composé. Ses épaules, normalement droites avec la confiance de celui qui avait conquis le monde avant ses 35 ans, s'inclinaient maintenant légèrement sous le poids de la trahison. « Êtes-vous absolument certaine ?» demanda-t-il finalement, sa voix contrôlée, mais chargée d'émotions contenues. Fernande se déplaça jusqu'au terminal le plus proche et projeta une série de graphiques comparatifs. « 97% de compatibilité stylistique », expliqua-t-elle, indiquant les superpositions de modèles linguistiques. « C'est pratiquement une empreinte digitale verbale. Pour confirmer, nous aurions besoin de comparer avec des textes récents écrits directement par Antoine. » Lucas tapa rapidement sur sa tablette personnelle, accédant au serveur privé de l'entreprise. « Voici ses derniers mémos internes pour le conseil d'administration. Tous écrits personnellement, sans assistant. » Fernande transféra les documents vers son algorithme et exécuta une analyse comparative. Les résultats apparurent presque instantanément sur les écrans. 99,2% de compatibilité. « C'est lui », confirma Fernande, adoucissant sa voix. « Il n'y a pas de place pour le doute. » Lucas ferma les yeux un instant, comme s'il avait besoin de rassembler ses forces. Quand il les rouvrit, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Nous devons comprendre le pourquoi », dit-il, commençant à marcher dans la pièce. « Antoine a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. Il possède déjà 15% des actions de l'entreprise. Quelle serait sa motivation ? Le contrôle ? Suggéra Fernande. Le pouvoir ? Un désaccord stratégique ? Lucas s'arrêta brusquement, comme frappé par une réalisation soudaine. La division de calcul quantique, murmura-t-il. Antoine s'est opposé avec véhémence lorsque j'ai annoncé que nous investirions 2 milliards d'euros dans le développement de systèmes de sécurité basés sur le calcul quantique. Il a considéré cela comme un gaspillage, une fantaisie futuriste selon ses mots. Mais vous avez quand même continué. Le Conseil a approuvé à une majorité minimale, confirma Lucas, se rasseyant. C'était la première fois que je contredisais ouvertement la recommandation d'Antoine. C'était il y a 6 mois, exactement quand Philippe a commencé à recevoir ses instructions codées. Fernande fit le lien. Donc la stratégie serait de saboter le bouclier numérique, discréditer votre leadership, provoquer une chute des actions et orchestrer une acquisition hostile, compléta Lucas, le scénario se déroulant clairement dans son esprit. Avec l'échec public de notre principale plateforme de sécurité et la perte de l'investissement japonais, les actions s'effondreraient. Antoine pourrait acheter à vil prix, prendre le contrôle majoritaire et m'écarter du leadership. Tout cela parce que vous avez investi dans le calcul quantique contre son avis ? Lucas secoua la tête, son regard lointain.
Ce n'est pas seulement ça. Antoine a 68 ans et une mentalité de la vieille école. Il a bâti des empires en suivant des règles conservatrices. Croissance durable, expansion calculée, risques minimaux. Je représente tout ce qu'il craint. L'innovation radicale, les paris audacieux, la disruption. Pour lui, je joue à la roulette russe avec l'héritage qu'il a aidé à construire. Fernand observa attentivement le conflit émotionnel sur le visage de Lucas. Il était évident que, malgré la trahison, il y avait encore un profond respect, peut-être même de l'amour pour le mentor. « Que comptez-vous faire » demanda-t-elle doucement. Lucas inspira profondément avant de répondre « Une confirmation supplémentaire », dit-il avec une détermination renouvelée. Et ensuite, un piège. Dans les heures qui suivirent, Lucas réunit à nouveau l'équipe de crise et partagea les découvertes de Fernand. La réaction initiale fut un choc absolu, suivi d'une détermination collective à agir. « Monsieur Vasconcelos est à Lyon aujourd'hui », informa Caroline, vérifiant l'agenda. « Il a une réunion avec le ministre de la Science et de la Technologie sur les réglementations en matière d'IA. »« Parfait », répondit Lucas. « Cela nous donne le temps de tout préparer. » Se tournant vers l'équipe, il commença à esquisser un plan. « Nous avons besoin de 3 fronts simultanés, une preuve irréfutable de la conspiration, une stratégie pour exposer Antoine publiquement, et des garanties légales pour que nous puissions agir rapidement quand tout sera révélé. » Marine, la directrice juridique, travaillait déjà sur sa tablette. « Je prépare des mandats de perquisition d'urgence pour ses bureaux personnels à Paris et à Marseille. J'ai un juge qui devrait les autoriser discrètement, étant donné la gravité des accusations. »« Excellent, » approuva Lucas. « Raphaël, je veux que vous dirigiez la perquisition personnellement. Cherchez toute preuve concrète de la conspiration. Considérez que c'est fait, » répondit le chef de la sécurité. « J'emmènerai une équipe réduite et fiable. » Lucas se tourna vers les jumelles Oliveira. « Béatrice, Blanche, je veux que vous fouilliez entièrement les serveurs de la galerie Artis Modernae. Je veux savoir qui ils sont, d'où ils viennent, et suivre l'argent. »« Nous sommes déjà dessus, » répondit Béatrice, partageant des résultats préliminaires. « La galerie n'existe que depuis 6 mois, fondée par une holding aux îles Caïmans qui, surprise, a des liens avec une fondation contrôlée par Antoine. » Lucas hocha la tête, satisfait de l'efficacité de l'équipe. Finalement, il se tourna vers Théo et Fernand. « Vous deux, j'ai une mission spéciale. Je veux que vous prépariez une fausse présentation sur le bouclier numérique. Quelque chose qui semble convaincant, mais qui contienne des informations complètement fabriquées sur la façon dont nous avons réparé les failles de sécurité. » Théo fronça les sourcils, confus. « Quel est l'objectif ? » « Nous allons donner à Antoine exactement ce qu'il attend, » expliqua Lucas. « Une présentation pleine de promesses vides et de solutions superficielles. S'il croit que nous suivons le chemin qu'il a prévu, il baissera sa garde. »« Et ensuite ?» demanda Marine, anticipant déjà la stratégie légale nécessaire. Un sourire calculateur se forma sur les lèvres de Lucas. « Alors nous révélerons la véritable avancée que nous avons gardée totalement secrète. Non seulement nous avons corrigé les failles du bouclier numérique, mais nous avons intégré notre technologie de calcul quantique expérimentale des mois avant la date prévue. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent de compréhension. « La matrice quantique ? Mais je pensais qu'elle était encore en phase alpha, à au moins 1 an d'être implémentable. »« Officiellement, oui, » acquiesça Lucas. « Officieusement, une petite équipe sous ma supervision directe a travaillé à un rythme accéléré. Nous sommes beaucoup plus avancés que quiconque, en dehors de cette salle forte en sous-sol, ne l'imagine. » « Y compris Antoine, » conclut Fernand, commençant à voir le génie de la stratégie. « Surtout Antoine, » confirma Lucas, « quand il réalisera que son plan a échoué, que non seulement nous avons sauvé le bouclier numérique, mais que nous avons aussi avancé avec le projet qu'il méprisait tant, et que les investisseurs sont plus enthousiastes que jamais, eh bien, il agira par désespoir. »« Et c'est là que nous l'attrapons, » compléta Raphaël. « Exactement. » Lucas se leva, mettant fin à la réunion. « Tout le monde sait quoi faire. Nous avons 48 heures pour tout préparer. Les investisseurs japonais ont accepté de participer à notre plan et reviendront pour une nouvelle réunion. Cette fois, en territoire contrôlé par nous. » Tandis que l'équipe se dispersait pour exécuter ses tâches, Lucas demanda à Fernand de rester. « Vous gérez bien la pression, » observa-t-il quand ils furent seuls. « Survivre avec un frère malade et des factures médicales astronomiques en apprend beaucoup sur la pression, » répondit-elle avec un sourire contenu. Lucas hocha la tête, compréhensif. À ce propos,
J'ai transféré une avance significative sur votre compte. Vous avez dû recevoir la notification il y a quelques heures. » Fernande prit son téléphone portable, surprise, et ouvrit l'application bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent. 1 million d'euros avaient été déposés avec la description « Bonus de recrutement », Ribeiro Technologies. C'est le montant exact du traitement expérimental complet dont votre frère a besoin, plus une marge de sécurité, compléta Lucas tranquillement. J'ai déjà parlé avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Pierre aura les meilleurs spécialistes à partir de demain. Des larmes involontaires jaillirent des yeux de Fernande. Pourquoi ? Réussit-elle à demander. Vous me connaissez à peine. Lucas l'étudia un instant avant de répondre. Quand j'avais 16 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident. Antoine m'a accueilli non seulement comme mentor, mais comme un membre de ma famille. Il a payé mon éducation, m'a ouvert des portes, m'a appris tout ce que je sais sur les affaires. Sa voix s'étrangla légèrement. Sa trahison me fait plus de mal que je ne peux l'exprimer, mais je ne peux pas nier ce qu'il a fait pour moi quand j'en avais le plus besoin. Il fit une pause, se recomposant. Peut-être est-ce ma façon d'honorer l'homme qu'il était avant, en rendant à un autre jeune talent dans le besoin. Ou peut-être est-ce simplement du bon karma corporatif. Quoi qu'il en soit, l'argent n'est pas pertinent pour moi, mais je sais qu'il signifie tout pour vous et votre frère. Fernande ne put trouver les mots justes. Au lieu de cela, elle tendit la main et serra brièvement celle de Lucas, un geste silencieux de profonde gratitude. « Maintenant, » dit Lucas, reprenant son mode professionnel, « nous devons préparer notre piège. Et j'ai un rôle spécial pour vous. Je vous écoute. Je veux que vous dirigiez la présentation aux investisseurs japonais, révéla-t-il. Dans leur propre langue maternelle, sans intermédiaire. Ce sera vous qui révélerez notre véritable avancée technologique, au moment exact pour causer le maximum d'impact sur Antoine. » Fernande cligna des yeux, surprise. « Mais je ne suis pas une spécialiste en informatique quantique. Je viens à peine d'entrer dans l'entreprise. » Lucas sourit. « C'est pour ça, Antoine ne soupçonnera jamais une nouvelle recrue inconnue. Et quant aux connaissances techniques, ne vous inquiétez pas. Théo vous donnera une formation accélérée intensive dans les prochaines 36 heures. Votre formation en linguistique computationnelle est une base solide. » L'esprit de Fernande tournait avec les implications. De serveuse à actrice centrale dans une opération corporative de haut niveau, en moins de 2 jours. Elle aurait dû être terrifiée, mais au lieu de cela, elle ressentait une étrange calme. « J'accepte le défi, dit-elle finalement, avec une confiance qui la surprit elle-même. « Je savais que vous diriez ça, répondit Lucas. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Antoine participera à distance par vidéoconférence. Il évite les rencontres en personne avec moi depuis notre dernière discussion animée sur le projet quantique. Je comprends. Il observera de loin, espérant voir le navire couler. Précisément. Et quand il réalisera que son plan a complètement échoué, il paniquera et fera une erreur, compléta Fernande, comprenant la stratégie. Exactement. Béatrice et Blanche surveilleront toutes ses communications en temps réel. Au moment où il tentera de contacter ses complices, nous le prendrons en flagrant délit. Un plan audacieux, pensa Fernande, digne d'un thriller corporatif de haut vol. Mais il y avait une question pratique, immédiate. Avant de nous plonger complètement là-dedans, puis-je passer un appel personnel? Je veux informer mon frère du traitement. Bien sûr, acquiesça Lucas. Utilisez mon bureau pour plus d'intimité. Et Fernande, il hésita brièvement. Bienvenue officiellement chez Technology Ribeiro. Quand Fernande sortit pour passer l'appel, Lucas resta dans la salle de crise, contemplant une photo numérique sur sa tablette. Lui à 18 ans, aux côtés d'Antoine, tous deux souriant le jour de leur remise de diplôme. Il y avait un mélange de détermination et de tristesse dans ses yeux, alors qu'il éteignait finalement l'écran, gardant ses souvenirs comme des reliques d'un passé qui n'existait plus. Les 36 heures suivantes furent un marathon intense de préparation. Théo Almeida, le directeur technique, guida Fernande à travers un cours intensif sur les fondamentaux de l'informatique quantique et les détails techniques du projet ultra-secret de l'entreprise. C'était comme tenter de boire à la source des informations complexes en volume accablant. Le principe de base est l'exploitation de la superposition quantique pour la cryptographie, expliquait Théo, dessinant des diagrammes complexes sur un tableau numérique interactif. Alors que les systèmes conventionnels utilisent des bits qui sont 0 ou 1, nos qubits peuvent exister dans les deux états simultanément. Fernande acquiesça,
connectant les nouveaux concepts à ses bases théoriques en sécurité informatique. Alors c'est pour ça que la matrice quantique rend le bouclier numérique virtuellement inviolable. Les attaques de l'homme du milieu deviennent impossibles parce que toute observation ferait s'effondrer l'état quantique. Théo sourit, impressionné. Exactement. Vous apprenez incroyablement vite. J'ai une motivation supplémentaire, répondit-elle, pensant à son frère qui, à cet instant précis, était admis au meilleur hôpital de Paris pour commencer son traitement. La nuit, quand le bâtiment était pratiquement vide, Lucas apparut dans la salle de formation improvisée avec une bouteille d'eau et un paquet de nourriture thaïlandaise. « Comment ça va » demanda-t-il, remarquant les cernes sous les yeux de Fernande. « Presque là » répondit-elle, se massant les tempes. « Théo est un excellent professeur, mais c'est comme apprendre une nouvelle langue en un jour. » Lucas rit. « Pour quelqu'un qui maîtrise des dialectes régionaux japonais obscurs, je suis sûr que l'informatique quantique est un jeu d'enfant. » Fernande sourit, reconnaissante pour la légèreté momentanée. Dans les intervalles entre les sessions intensives d'études, elle continuait de travailler avec les jumelles Oliveira, affinant l'analyse des communications codées d'Antoine Vasconcelos. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant », commenta Blanche, montrant un motif sur une chronologie. « Chaque fois qu'il y a une communication codée d'Antoine à Philippe, il y a une transmission de données sortant des serveurs de l'entreprise vers une IP à Genève quelques minutes plus tard. » « Fuite d'informations », conclut Fernande. Philippe ne sabotait pas seulement des traductions, il extrayait des données confidentielles. Lucas, qui venait d'entrer dans la pièce, fronça les sourcils. « Quel type de données ?»« Principalement liées au bouclier numérique », répondit Béatrice, agrandissant les registres. « Spécifications techniques, rapports d'avancement, détails d'implémentation. Tout ce dont un concurrent aurait besoin pour exploiter nos vulnérabilités, » murmura Lucas. « Ou pour répliquer notre technologie. » « Et il y a plus, » ajouta Blanche. Raphaël a trouvé dans les fichiers personnels d'Antoine, dans sa villa de Nice, des documents préliminaires pour une fusion. Fusion? Avec qui? TechGuard International, répondit la spécialiste en sécurité. Conglomérat européen spécialisé en... Devinez quoi? Cybersécurité. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une sombre perfection. Antoine ne prévoyait pas seulement de faire tomber Lucas. Il avait l'intention de livrer l'entreprise entière à des concurrents étrangers, probablement en échange d'une position de leadership et d'une participation actionnariale significative. Trahison à plusieurs niveaux, conclut Lucas, sa voix empreinte d'un mélange de colère et de déception. Mais maintenant, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre piège. Le matin de la réunion décisive, Fernande se réveilla dans l'un des appartements d'entreprise de Technologie Ribeiro, où elle n'avait dormi que 4 heures. Son esprit traitait encore des formules quantiques et des codes linguistiques alors qu'elle se préparait pour le rôle le plus important de sa vie. Le tailleur de direction que Caroline avait fourni lui allait parfaitement, comme s'il avait été fait sur mesure. Les chaussures de marque étaient étonnamment confortables. Devant le miroir, Fernande reconnut à peine la cadre technologique qui la regardait en retour. De serveuse à directrice en 72 heures, pensa-t-elle, ajustant sa posture. Maman et papa seraient fiers. Son téléphone vibra avec un message de Pierre. Résultat des examens, rémission complète. Accompagné d'un selfie du jeune homme de 25 ans souriant largement, affichant une vigueur que Fernande n'avait pas vue depuis des années. Elle sentit des larmes de joie monter à ses yeux. Le traitement expérimental avait fonctionné au-delà des attentes les plus optimistes. Son frère avait non seulement survécu, mais se préparait à reprendre sa propre carrière académique interrompue. Une bourse d'études complète en ingénierie biomédicale, gracieuseté d'une fondation récemment créée par Technologie Ribeiro. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Lucas entra portant 2 tasses de café de spécialité provenant d'une petite ferme du Jura. « Bonnes nouvelles, apparemment », commenta-t-il, remarquant le sourire radieux de Fernande alors qu'il posait une tasse sur son bureau. La salle de conférence principale de Technologie Ribeiro occupait la moitié de l'étage exécutif, avec une vue panoramique sur le parc de la Villette. La table ovale en bois noble accommodait confortablement 20 personnes, et des systèmes de projection holographique de dernière génération descendaient du plafond lorsqu'ils étaient activés. Les investisseurs japonais, Tanaka et Yamamoto, arrivèrent ponctuellement à 10 heures. Accompagnés de 3 conseillers techniques, ils furent accueillis par Lucas et son équipe principale, y compris Fernande, qui les salua couramment dans leur dialecte régional,
provoquant des sourires d'appréciation authentiques. « Mademoiselle Martins », commenta Tanaka en japonais, « votre fluidité dans notre dialecte est vraiment impressionnante. Peu d'étrangers reconnaissent même les différences régionales de notre langue. »« Vous êtes très gentil », répondit-elle dans la même langue. « Mon étude de la linguistique m'a toujours amené à apprécier les nuances qui rendent chaque forme d'expression unique. » À 10h15, exactement à l'heure prévue, le grand écran sur le mur frontal s'alluma, révélant le visage austère d'Antoine Vasconcelos. À 68 ans, le cadre maintenait une apparence impeccable, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des yeux perspicaces qui semblaient évaluer constamment la valeur de tout ce qui l'entourait. « Bonjour à tous », salua-t-il formellement. « Je regrette de ne pas pouvoir être présent physiquement, mais mes engagements à Lyon ne m'ont pas permis de revenir à temps. » Ses yeux s'attardèrent brièvement sur Lucas. « Je vois que nous avons de nouveau réuni nos estimés investisseurs japonais. Cela suggère des développements positifs ?» Lucas garda une expression neutre, soigneusement répétée. « Je crois que oui, Antoine. Nous avons fait des progrès significatifs pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la réunion précédente. Nous sommes sur le point de commencer la présentation technique maintenant. » Antoine acquiesça, son regard se détournant vers Fernande, la seule personne dans la pièce qu'il ne reconnaissait pas. « Et qui serait cette jeune demoiselle? Un nouveau membre de l'équipe ?»« C'est Fernande Martins, » présenta Lucas. « Notre nouvelle directrice de la sécurité linguistique et de l'analyse interculturelle. Elle conduira la présentation technique aujourd'hui, car elle maîtrise nativement le dialecte de nos invités. » Un léger froncement de sourcils traversa le visage d'Antoine, rapidement masqué par un sourire poli. « Intéressante addition. Je ne savais pas que nous avions créé un tel département. »« Une décision récente, » répondit Lucas vaguement. « Fernande, s'il vous plaît, commencez quand vous êtes prête. » Fernande se leva, sentant le poids des regards sur elle. Elle respira profondément, canalisant la même confiance qu'elle avait eue pour interrompre la réunion au Florentin. « Bonjour à tous, » commença-t-elle en français, avant de passer parfaitement au japonais régional. « C'est un honneur de présenter les solutions que nous avons développées pour les vulnérabilités précédemment identifiées dans le système bouclier numérique. » Pendant les 20 minutes suivantes, Fernande exécuta parfaitement la première partie du plan. Elle présenta une série de solutions, techniques superficielles et peu convaincantes, exactement comme Lucas l'avait instruit. C'étaient des approches que tout expert sérieux en sécurité reconnaîtrait comme inadéquates pour les problèmes fondamentaux de la plateforme. Occasionnellement, elle jetait des regards discrets vers l'écran où Antoine assistait. Le cadre vétéran maintenait une expression neutre, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction mal dissimulée. Il croyait que le plan fonctionnait, que Technologie Ribeiro présentait des rafistolages inadéquats qui échoueraient lamentablement. Les investisseurs japonais, quant à eux, jouaient leur rôle à la perfection, feignant un intérêt poli, mais échangeant occasionnellement des regards sceptiques qui alimentaient la fausse confiance d'Antoine. « Ce sont nos approches initiales pour résoudre les vulnérabilités identifiées », conclut Fernande, terminant la première partie de la présentation. « Des questions avant que nous ne poursuivions ?» Tanaka se pencha légèrement en avant, interprétant son rôle. « Mademoiselle Martins, bien que nous apprécions les efforts, nous avons toujours des préoccupations concernant l'efficacité de ces solutions contre des attaques de l'homme du milieu sophistiqué. » Fernande acquiesça, comme si la question était attendue. « Une observation perspicace, monsieur Tanaka. En effet, les mesures que j'ai décrites seraient insuffisantes pour des menaces avancées. » Elle fit une pause dramatique. « C'est pourquoi nous avons développé quelque chose de complètement différent. » Elle fit un geste, et les lumières de la salle diminuèrent automatiquement. Le système de projection holographique central s'activa, créant une représentation tridimensionnelle flottante d'une structure moléculaire complexe tournant lentement. « Messieurs, ce que vous voyez n'est pas le bouclier numérique amélioré. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. La matrice quantique. » Sur l'écran, le visage d'Antoine se figea. Son expression de satisfaction se dissipa instantanément, remplacée par de la confusion, puis de l'alarme. Fernande continua, sa voix gagnant en confiance. « Au lieu d'essayer de corriger les failles fondamentales de l'architecture conventionnelle, nous avons complètement réimaginé la sécurité des données en utilisant l'informatique quantique avancée. » Elle poursuivit en détaillant le fonctionnement de la technologie révolutionnaire, démontrant une maîtrise impressionnante du sujet, compte tenu de sa formation ultra compacte. À mesure qu'elle expliquait, les visages des investisseurs japonais se transformèrent de scepticisme fin en intérêt authentique,
et finalement en enthousiasme réel. La matrice quantique ne résout pas seulement les vulnérabilités précédemment identifiées, conclut-elle, mais établit un nouveau paradigme de sécurité fondamentalement inviolable. Toute tentative d'interception ferait instantanément s'effondrer l'état quantique, alertant immédiatement de l'intrusion. « C'est extraordinaire », commenta Yamamoto, oubliant momentanément son rôle et démontrant une admiration réelle. « Quand sera-ce opérationnel ?» Lucas sourit, entrant dans la conversation. « C'est déjà le cas. Nous l'avons implémenté secrètement il y a 3 semaines en mode test. Toutes les données échangées entre nos serveurs et les terminaux de cette salle sont protégées par la matrice quantique en ce moment même. » Sur l'écran, Antoine semblait avoir vu un fantôme. Son teint habituellement coloré avait considérablement pâli. « Lucas, je ne me souviens pas de l'approbation du Conseil pour l'implémentation de technologies expérimentales sur des systèmes actifs, intervint-il, essayant de garder son calme. Je l'ai autorisé comme mesure d'urgence en vertu de la clause 17B des statuts de l'entreprise, répondit Lucas tranquillement. En cas de menace critique à l'intégrité des systèmes de l'entreprise, le PDG peut implémenter des solutions extraordinaires sans approbation préalable. C'est vous-même qui avez rédigé cette clause, Antoine. Les investisseurs japonais discutaient vivement entre eux. Tanaka se tourna vers Lucas. Cela change complètement notre perspective, Monsieur Ribeiro. L'implémentation réussie de l'informatique quantique en cybersécurité est exactement le type d'innovation de rupture que nous recherchions. Nous serions honorés de reprendre les négociations d'investissement, ajouta Yamamoto, possiblement avec des montants significativement supérieurs à ceux discutés précédemment. Lucas inclina la tête en remerciement, tout en observant discrètement la réaction d'Antoine sur l'écran. L'homme plus âgé semblait calculer frénétiquement, réévaluant sa stratégie en temps réel. « Une pause de 10 minutes serait-elle opportune ?» suggéra Lucas. « Nous pourrions revenir pour discuter des détails financiers. » Tous acquiescèrent, et quand la transmission avec Antoine fut temporairement mise en pause, l'équipe de sécurité entra immédiatement en action. Béatrice et Blanche se positionnèrent sur des terminaux mobiles, surveillant les communications en temps réel. « Il a mordu à l'hameçon », confirma Béatrice après quelques minutes. « Il vient d'envoyer un message codé de sa tablette personnelle vers un serveur à Marseille, utilisant exactement le même motif linguistique identifié dans les communications avec Philippe. »« Que dit-il » demanda Lucas, se penchant sur le terminal. « Contingence Oméga abandonnée. Je répète, abandonnée, fuite compromise, réunion annulée. » Lucas sourit, satisfait. Il panique. Il a réalisé que son plan avait complètement échoué et essaie d'avertir ses complices d'avorter toute opération prévue. « Nous avons plus », interrompit Blanche, travaillant furieusement sur son clavier. « Nous avons réussi à retracer la réponse. C'est du siège de TechGuard à Marseille. Ils confirment que l'acquisition est annulée et ils sont en train d'effacer tous les documents partagés. »« Parfait », répondit Lucas, son expression se durcissant. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Marine, activez les procureurs et la police nationale. Raphaël, les équipes de sécurité à Lyon sont-elles positionnées ? » Le chef de la sécurité acquiesça, déjà au téléphone. « Équipe Alpha, avancez, je répète, avancez. » Quand la vidéoconférence fut reprise, le visage d'Antoine apparut de nouveau à l'écran, son expression soigneusement recomposée en un masque de professionnalisme. « Avant de continuer, dit-il, je dois vous informer que j'ai été appelé pour une urgence au ministère. Malheureusement, je devrais me retirer de cette réunion. »« Quel dommage, répondit Lucas, sa voix calme, mais avec une nouvelle fermeté. Surtout que nous avons quelques sujets importants à discuter, n'est-ce pas, Antoine ?» La confusion traversa le visage de l'homme plus âgé. « Je ne comprends pas. » Lucas fit un geste, et Fernande s'avança, activant une nouvelle projection holographique. Cette fois, c'étaient les messages codés échangés entre Antoine et Philippe, avec l'analyse stylométrique complète flottant à côté. « Je crois que vous comprenez parfaitement, » répondit Lucas. « Tout comme vous comprenez le sens de contingence Oméga et pourquoi vous aviez désespérément besoin de contacter TechGuard il y a 5 minutes. » Le choc sur le visage d'Antoine fut momentané, rapidement remplacé par une masque impénétrable d'indifférence. « Ces accusations sont absurdes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Heureusement, je n'ai pas besoin que vous confessiez, » continua Lucas. « La police nationale est en ce moment dans votre suite d'hôtel à Lyon avec un mandat de perquisition et de saisie. Vos appareils électroniques seront confisqués et je crois qu'ils trouveront des preuves plus que suffisantes. » Comme répondant à un signal, la porte derrière Antoine s'ouvrit et des agents en uniforme entrèrent dans le cadre.
L'expression du cadre vétéran s'effondra complètement. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix perdant l'habituelle formalité. Je protégeais l'entreprise. De vous, votre obsession pour des technologies non éprouvées, des paris risqués, une vision mégalomane. Vous détruiriez tout ce que nous avons bâti. » « Non, Antoine, répondit Lucas, sa voix empreinte d'une tristesse profonde. Je construisais l'avenir. Vous étiez tellement ancré dans le passé que vous avez préféré détruire l'entreprise plutôt que de la voir évoluer au-delà de votre contrôle. L'un des agents s'approcha, informant qu'Antoine était détenu pour interrogatoire. Avant que la transmission ne soit coupée, l'homme plus âgé lança un dernier regard à Lucas, un regard qui mélangeait colère, honte et, étonnamment, une pointe de fierté réticente. « Vous avez bien appris » furent ses dernières paroles avant que l'écran ne devienne noir. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette fatidique vidéoconférence. Le siège de technologie Ribeiro pulsait d'une énergie renouvelée en cette matinée printanière parisienne. Le soleil filtrait à travers les fenêtres intelligentes, programmées pour optimiser la lumière naturelle, sans l'inconfort de la chaleur excessive. Fernande Martin traversait le couloir principal en direction de son nouveau bureau. Un espace spacieux à l'étage exécutif, avec vue sur le parc de la Villette. Les murs de verre affichaient sa plaque nouvellement installée. Directrice de l'analyse stratégique linguistique. Elle souriait encore en lisant ces mots, même après des semaines passées à occuper officiellement le poste. À l'intérieur du bureau, soigneusement disposés sur d'élégantes étagères, se trouvaient des livres rares sur la linguistique, la sécurité de l'information et, plus récemment, l'informatique quantique. Sur le mur principal, encadré avec simplicité, se trouvait son diplôme de doctorat récemment obtenu. Lucas avait insisté pour qu'elle reprenne et finalise sa recherche, désormais avec le soutien intégral de l'entreprise. Son téléphone vibra avec un message de Pierre. Résultat des examens. Rémission complète. Accompagné d'un selfie du jeune homme de 25 ans souriant largement, affichant une vigueur que Fernande n'avait pas vue depuis des années. Elle sentit des larmes de joie se former dans ses yeux. Le traitement expérimental avait fonctionné au-delà des attentes les plus optimistes. Son frère avait non seulement survécu, mais se préparait à reprendre sa propre carrière académique interrompue. Une bourse d'études complète en ingénierie biomédicale, gracieuseté d'une fondation récemment créée par Technologie Ribeiro. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Lucas entra portant 2 tasses de café de spécialité provenant d'une petite ferme du Jura. « Bonne nouvelle, apparemment », commenta-t-il, remarquant le sourire radiant de Fernande, alors qu'il posait une tasse sur son bureau. « Les meilleurs », confirma-t-elle, en montrant le message. « Pierre est officiellement en rémission complète. » Luc sourit sincèrement. « Ça mérite une célébration plus élaborée qu'un café, vous ne trouvez pas? Dîner au Donatello ce soir, aux frais de la maison, bien sûr, étant donné que je suis maintenant associé minoritaire. » Florence rit. Difficile de refuser, même si c'est étrange d'être servi par mes anciens collègues. Je crois qu'ils ont déjà surmonté le choc de voir la serveuse fantôme transformée en cadre dirigeante en technologie du jour au lendemain, plaisanta Luc. De plus, Richard mentionne encore régulièrement que c'est lui qui a découvert votre talent. Ils rirent tous les deux, partageant un moment de légèreté avant de revenir aux affaires en suspens. Luc consulta sa montre holographique. Nous avons 15 minutes avant la réunion du conseil. Des nouvelles de votre équipe concernant le projet global. Florence activa sa station de travail d'un geste, et plusieurs graphiques et rapports se projetèrent dans l'air entre eux. La division d'analyse stratégique linguistique dépasse toutes les projections, rapporta-t-elle, glissant à travers les informations. Notre système de détection des fraudes linguistiques a identifié 13 tentatives d'espionnage corporatif au cours des 2 derniers mois, rien qu'en analysant les modèles de communication. Impressionnant, commenta Luc. Et qu'en est-il du côté humain de l'opération? Florence sourit, passant à un autre ensemble de données. Nous avons mis en œuvre des formations en sécurité linguistique dans 7 langues différentes. Les tests montrent que nos cadres sont désormais 78% plus efficaces pour identifier les tentatives de manipulation lors de négociations interculturelles. Luc acquiesça, visiblement satisfait. La création de la division dirigée par Florence Duval avait été l'une des décisions les plus innovantes et les plus réussies depuis la restructuration de l'entreprise après l'incident Dubois, comme on l'appelait discrètement dans les couloirs de l'entreprise. « Et le programme de bourse ?» demanda-t-il.
Le visage de Florence s'illumina encore plus. Le Fonds Duval de Bourse pour les humanités et la technologie était son projet le plus personnel et le plus cher. « Nous avons sélectionné les 50 premiers boursiers », répondit-elle, affichant une carte de la France avec des points lumineux répartis dans toutes les régions. De jeunes talents de tout le pays qui avaient dû abandonner leurs études en linguistique, philosophie, anthropologie et domaines connexes en raison de difficultés financières. Ils recevront non seulement un soutien financier complet, mais aussi un mentorat et des opportunités de stage ici même, dans l'entreprise. Luc observa la carte un instant, sincèrement ému. « Vous savez, lorsque nous avons créé cette division, certains membres du Conseil ont remis en question la valeur d'investir autant dans des compétences immatérielles. Ils voulaient des ressources concentrées uniquement sur le développement technologique pur. » Il fit une pause significative. Les résultats des derniers trimestres ont fait taire toutes les critiques, parce qu'ils ont enfin compris que la sécurité ne concerne pas seulement les codes et les pare-feux, compléta Florence. Il s'agit de comprendre les gens, leurs intentions, leurs modèles de communication. La technologie la plus avancée du monde peut être vaincue par une simple erreur humaine ou une manipulation bien architecturée. Exactement ce qu'Antoine n'a jamais compris, observa Luc, son ton changeant légèrement en mentionnant le nom de son ancien mentor. Un bref silence suivit. L'affaire judiciaire contre Antoine Dubois était en cours, avec de multiples accusations d'espionnage corporatif, de conspiration et de tentatives de sabotage. Philippe Martin, en échange d'une réduction de peine, avait tout avoué, impliquant non seulement Antoine, mais aussi 2 cadres de TechGuard. « J'ai appris qu'il avait refusé l'accord de plaidoyer », commenta Florence avec prudence. Luc acquiesça. « L'orgueil, ça a toujours été son péché mignon. » Il soupira profondément. « Parfois, je me demande si j'aurais pu éviter tout cela si j'avais réalisé plus tôt. Si j'avais prêté plus d'attention aux signes. Les meilleurs trompeurs sont ceux en qui nous faisons entièrement confiance, répondit Florence doucement. Ne vous blâmez pas d'avoir cru en quelqu'un qui était comme un père pour vous. Luc l'observa un instant, un sourire triste se formant sur ses lèvres. Vous savez, pour quelqu'un qui a passé des années à servir des vers et à prendre des commandes, vous avez une sagesse remarquable sur la nature humaine. Peut-être parce que servir à table est la meilleure formation intensive sur le comportement humain qui existe, répondit-elle avec un léger sourire. On apprend à lire les gens, les intentions, les mensonges, les vérités cachées, tout en équilibrant un plateau de cocktail. Ils rirent tous les deux et Luc consulta à nouveau sa montre. L'heure de la réunion du conseil. Êtes-vous prête à présenter votre proposition d'expansion globale? Florence se leva, ajustant son blazer impeccablement coupé. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle portait l'uniforme noir et blanc du Donatello? Cela semblait une autre vie. « Est prête ?» répondit-elle avec une confiance qui la surprenait encore parfois. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle du conseil. En chemin, ils passèrent devant l'ancien bureau d'Antoine, maintenant occupé par Marine, la directrice juridique qui avait été promue vice-présidente exécutive après son rôle crucial dans la résolution de l'affaire. La salle du conseil, contrairement à la plupart des environnements corporatifs traditionnels, avait été repensée sous l'influence de Florence. Au lieu de la typique table rectangulaire qui créait des hiérarchies implicites, il y avait maintenant une table ronde, inspirée par des études linguistiques sur la manière dont la disposition physique influence les modèles de communication et les dynamiques de pouvoir. Les 12 membres du conseil étaient déjà présents, y compris les 2 nouveaux sièges occupés par les investisseurs japonais, qui avaient non seulement maintenu leur engagement d'investissement, mais triplé le montant initial après le succès de la matrice quantique. « Bonjour à tous », salua Luc, prenant place. « Avant d'entamer l'ordre du jour formel, j'aimerais partager quelques nouvelles. Premièrement, notre technologie de sécurité quantique a reçu l'approbation réglementaire dans l'Union européenne, ouvrant la voie à son implémentation dans les banques centrales et les infrastructures critiques. Des murmures d'approbation parcoururent la table. La valeur des actions de technologie Leclerc avait quadruplé depuis l'annonce officielle de la matrice quantique, transformant l'entreprise en l'une des plus valorisées du pays. Deuxièmement, j'ai le plaisir d'annoncer que le programme de Bourse Duval a sélectionné ses 50 premiers étudiants. La directrice Florence présentera brièvement les détails et l'impact projeté. Florence connecta sa tablette à la table interactive et un hologramme tridimensionnel apparut au centre, montrant des statistiques, des visages souriants de jeunes étudiants de toute la France
et des projections de retour sur investissement social. Le programme a été structuré pour identifier les talents en sciences humaines qui peuvent faire le pont entre technologie et compréhension humaine, expliqua-t-elle. Notre objectif est de créer une nouvelle génération de spécialistes qui comprennent à la fois le code et le contexte culturel. La présentation se poursuivit pendant 15 minutes, Florence répondant aux questions avec la même confiance et précision qu'elle avait démontré 3 mois auparavant, lorsqu'elle avait exposé la conspiration d'Antoine. Quand elle eut terminé, Tanaka, l'investisseur japonais le plus ancien, demanda la parole. « Mademoiselle Duval, commença-t-il, dans un français soigneusement articulé, lorsque nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant, j'avoue avoir été surpris de trouver quelqu'un avec votre niveau de compréhension linguistique dans une position si inattendue. Maintenant, je vois que ce n'était pas une coïncidence, mais plutôt l'univers conspirant pour placer la bonne personne au bon endroit au moment exact. » Florence inclina la tête en signe de remerciement. « Vous êtes très aimable, monsieur Tanaka. »« Ce n'est pas de l'amabilité, mais une observation pragmatique, » répondit-il avec un sourire subtil. « En japonais, nous avons un concept appelé « Ichi-go-ichi-e ». Chaque rencontre est unique et ne se répétera jamais. Ce moment au restaurant fut l'une de ces rencontres singulières qui changent le cours de nombreuses vies. La réunion se poursuivit avec des discussions sur les stratégies d'expansion globale, les nouveaux produits et les projections financières. Quand elle se termina enfin 3 heures plus tard, Florence se sentait épuisée mais satisfaite. Son projet d'expansion de la division avait été approuvé à l'unanimité, avec un budget supérieur à celui demandé. Alors que les membres du conseil se dispersaient, Luc l'appela pour une conversation privée sur le balcon panoramique adjacent à la salle. La vue de Paris s'étendait à perte de vue, une métropole vibrante et contradictoire, pleine de défis et d'opportunités, exactement comme la vie que Florence avait traversée ces derniers mois. « J'ai reçu une lettre d'Antoine hier », dit Luc sans préambule, s'appuyant sur le parapet. Florence attendit en silence, respectant le moment clairement émotionnel pour son chef et maintenant ami. « Il ne s'est pas excusé », continua Luc, typique de lui. « Mais il a dit quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Il a dit que, malgré tout, il était fier de moi. Que j'avais enfin appris la leçon la plus importante qu'il avait essayé d'enseigner. Que le véritable pouvoir ne réside jamais dans la technologie, mais dans les personnes qui la contrôlent. » Florence réfléchit à ces mots un instant. Dans un certain sens, il a raison. C'est ce que nous avons découvert, n'est-ce pas? Que toute la sécurité technologique du monde peut être vaincue par la vulnérabilité humaine. Que l'avenir réside dans l'intégration entre l'intelligence artificielle et une compréhension humaine profonde. Luc acquiesça lentement. L'ironie, c'est qu'en essayant de me saboter, il a fini par forcer la création de la solution au problème qu'il a lui-même exploité. Sans sa trahison, nous n'aurions jamais créé votre division. Nous n'aurions jamais réalisé à quel point les compétences que vous apportez à l'entreprise sont cruciales. La vie est pleine de ces ironies, commenta Florence, comme une serveuse linguiste prenant un traducteur en flagrant délit. Luc rit, le son dissipant une partie de la tension accumulée. « Ce qui me rappelle, » dit-il, consultant sa montre, « notre dîner au Donatello. Toujours d'actualité pour ce soir ?»« Absolument, » confirma Florence. « Pierre nous rejoindra. Il est impatient de rencontrer l'homme qui, selon ses mots, a sauvé sa vie et sauvé le cerveau extraordinaire de sa sœur du purgatoire des serviettes pliées. »« J'ai hâte de le rencontrer, » répondit Luc sincèrement, « et de trinquer à l'avenir que nous construisons. » Alors qu'il retournait à l'intérieur du bâtiment, Florence s'accorda un moment de réflexion. 3 mois auparavant, elle servait des plats coûteux à des cadres riches, préoccupés par des factures médicales impayables et un avenir académique abandonné. Maintenant, elle dirigeait une division innovante dans l'une des entreprises les plus valorisées du pays. Son frère était guéri, et son potentiel trouvait enfin sa pleine expression. La vie, réfléchit-elle, était comme un langage complexe, plein de significations cachées, de nuances inattendues et de possibilités de traduction qui peuvent changer complètement une narration. L'astuce n'était pas seulement de comprendre les mots, mais de saisir l'intention qui les sous-tend, le contexte qui donne un sens à ce qui semble aléatoire. Ce soir-là, alors qu'il dînait dans le même restaurant où tout avait commencé, assise à la même table 17, désormais comme invitée d'honneur plutôt que comme serveuse, Florence observa son frère discutant avec animation avec Luc des technologies médicales émergentes. La vie avait radicalement changé.
Mais l'essence de ce qui importait demeurait. Des connexions humaines authentiques, un but et la chance de faire une différence dans le monde. Un toast, proposa Luc, levant sa coupe. Au pouvoir des mots justes, au bon moment, prononcés par la bonne personne. Et aux traductions qui transforment des vies, compléta Florence, faisant teinter sa coupe contre la sienne, tandis que le maître d'hôtel qui la supervisait auparavant s'inclinait désormais respectueusement pour servir la prochaine bouteille de vin. Certaines histoires, pensa-t-elle, n'ont pas besoin de traduction. Certains voyages transcendent les langues et les cultures, parlant directement à l'expérience humaine universelle. La sienne en était une, un récit sur le potentiel caché, les opportunités inattendues et le courage d'intervenir quand tout est en jeu. Et tandis que la nuit avançait en conversations stimulantes et en plans pour l'avenir, Florence sut avec une clarté cristalline que sa véritable vocation avait toujours été exactement celle-ci. Non seulement traduire les mots, mais traduire le potentiel en réalité. Non seulement interpréter les langues, mais interpréter le monde et ses infinies possibilités. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Florence Duval a touché vos cœurs et vous a inspiré à reconnaître le pouvoir transformateur qui existe en chacun de nous. Tout comme Florence a utilisé ses compétences uniques pour changer non seulement sa vie, mais celle de nombreux autres, nous croyons que des talents cachés peuvent s'épanouir dans les circonstances les plus inattendues. Pour poursuivre ce voyage d'histoires inspirantes, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants sur des personnes ordinaires réalisant des exploits extraordinaires. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à gauche de cet écran. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons de nouvelles histoires qui explorent les complexités et les beautés de la vie française dans toutes ses nuances. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous vécu un revirement surprenant qui a complètement changé le cours d'une vie? Nous sommes impatients de connaître vos propres histoires de transformation. À notre prochaine narration, où nous plongerons à nouveau ensemble dans les profondeurs de l'expérience humaine.